bonjour. Bonjour. Vous êtes devant la presse et c'est dans la ville d'Uvira. Est-ce qu'on peut savoir beaucoup plus sur votre présence ici dans la ville d'Uvira? Écoutez, ça ne doit pas être un événement extraordinaire de me retrouver à Uvira. Il ne doit pas y avoir nécessairement une explication particulière parce que je suis à la maison. Donc c'est normal que je sois à la maison, que je sois de retour à la maison. Je suis arrivé à Uvira il y a deux jours. Je suis rentré à la maison. Je suis venu vous saluer, je suis venu rendre visite à la population d'Uvira. Je suis venu aussi voir ce qui se passe et contribuer à la réflexion en rapport avec ce qui s'y passe. Comme vous savez, il y a des problèmes qui perdurent en rapport avec la sécurité dans les hauts et moyens plateaux. Il y a plusieurs villages qui continuent à être brûlés, incendiés. Il y a des personnes qui sont tuées, mais surtout il y a une grande population qui est en déplacement, qui ont fui, qui sont déplacés. Et donc, toutes ces choses, il y a des biens qui sont détruits, il y a des vaches des uns et des autres qui sont rasiés, qui sont emportés, les chèvres, les moutons et tous les autres biens. Toute cette situation nous interpelle. Et on ne pouvait pas continuer à rester à Kinshasa sans venir nous enquérir de cette situation, savoir exactement ce qui se passe et voir ensemble avec les autorités locales qu'est-ce qui peut être fait. Mais aussi leur rendre compte à la population et au travers de vous, les journalistes, de ce que nous faisons, des démarches que nous faisons par rapport à cette situation. Donc, depuis que nous sommes arrivés, nous avons rencontré effectivement les autorités locales, nous avons rencontré l'administrateur du territoire, nous avons rencontré le maire de la ville. Malheureusement, c'était le jour où il était éprouvé, ça coïncidait avec la mort des membres de sa famille, le défenseur judiciaire qui a été tué la nuit d'avant-hier à hier. Et aujourd'hui, nous avons rencontré le général, le commandant secteur AI. Et nous continuons à rencontrer d'autres couches de la société, de notre ville et de notre territoire pour discuter ce qui se passe, ces tueries, cette guerre sans nom et sans objectif et toutes ces destructions qui s'ensuivent. Et voilà l'objet de la visite. Et nous sommes en train d'essayer de visiter aussi les déplacés et voir comment nous pouvons contribuer à faire un plaidoyer au niveau des organisations nationales et internationales sur les aides humanitaires et toutes sortes d'interventions. Mais pour ça, nous devions avoir des éléments clés, des éléments concrets sur leur situation, sur comment ils vivent, quels sont leurs besoins pour bien les présenter aux éventuels intervenants. En tant que député national, vous représentez la population d'Uvira dans l'Assemblée nationale, bien entendu. Votre base se pose plusieurs questions par rapport à l'actualité nationale, Union sacrée ou un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que la population peut retenir de tout ça? Avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur la situation sécuritaire. Et je voulais vraiment de tout cœur présenter les condoléances à toutes les communautés de notre territoire et en particulier de la ville d'Uvira pour
une personne qui a été tuée dans la nuit d'avant-hier et hier, une autre personne qui a été tuée cette nuit, et d'autres personnes qui meurent presque chaque jour. De Kinshasa où nous sommes, chaque soir, nous lisons, nous avons des informations qu'on vient de tirer sur quelqu'un, on vient de tirer sur quelqu'un, on vient de couper à la machette quelqu'un. Le matin, chaque matin, on vient de trouver un corps sans vie. C'est inimaginable, c'est inacceptable. Et nous présentons nos condoléances et nos encouragements à toute la population et les condoléances aux familles éprouvées, dont les deux d'hier et d'aujourd'hui. C'est une situation très triste. Mais par la même occasion, nous présentons les condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées chaque jour dans les moyens plateaux, que ce soit à Katobo, que ce soit à Bijombo, que ce soit à Kaololo, que ce soit à Bibangwa, à Rurambo, à Kitoga, à Marungu, toutes ces familles qui sont éprouvées, qui ont perdu les leurs, qui ont perdu leur maison et leurs biens, qui sont en déplacement. Nous sommes venus leur dire polé. Et nous sommes venus leur dire, nous sommes de cœur avec vous et nous pleurons avec vous. Nous vivons cette tristesse et nous voulons ensemble continuer à travailler pour mettre fin à cette barbarie. Et le message, effectivement, que nous continuons à donner, vous vous rappelez, depuis la campagne électorale, j'avais choisi le thème sciemment. Si vous vous rappelez, j'avais dit Tujenge amani twende mbele. Et pendant la campagne, je n'ai cessé de dire que sans paix, il n'y aura jamais de sécurité. Et sans sécurité, il n'y aura jamais de développement. Et je continue à appeler aux groupes armés d'arrêter cette barbarie. C'est une guerre qui ne profite à personne. Chacun peut penser y tirer un profit, mais c'est voir très près, c'est refuser de voir loin. Personne ne gagne d'une pareille guerre. Quelqu'un peut prendre les dessus aujourd'hui, mais la guerre est une affaire toujours de retournement. Et le retournement des situations, c'est que celui qui était fort aujourd'hui, hier, est faible aujourd'hui. Et celui qui est faible aujourd'hui sera fort demain. On ne peut pas continuer avec ce cycle d'assassinat, de meurtre, de tuerie, de barbarie. Un cycle d'horreur. Ça ne peut pas continuer. Nos frères, nos enfants qui sont dans les groupes armés doivent arrêter de tuer les populations. Ils doivent arrêter de prendre leurs biens. Ça ne vaut pas la peine. On ne peut pas s'enrichir avec les biens d'autrui comme ça. Mais nous continuons, tout en encourageant la population, nous leur demandons en fait de se désolidariser des groupes armés. Tous ceux qui ont une voix à donner, une voix qui porte, il faut l'utiliser pour que ce cycle s'arrête. Nous devenons la risée du monde et on ne peut pas penser qu'un investisseur va un jour décider de venir jeter son argent par la fenêtre dans une zone où il ne sait pas si il va se réveiller le lendemain de son arrivée, s'il va se réveiller vivant le lendemain de son arrivée. Et sinon, même s'il y a beaucoup d'autres problèmes ailleurs, travaillons d'abord sur la paix chez nous. Travaillons d'abord sur la sécurité chez nous. Parce que tous les groupes armés, ce sont des groupes armés de nos communautés, issus de nos communautés. Ça doit s'arrêter. On doit arrêter aussi de s'associer aux groupes armés étrangers. Comment on peut donner les lieux, l'occasion, les moyens aux groupes armés comme Red Tabara, FNL, Forebu,
et d'autres, leur donner l'occasion de tuer nos frères, s'associer à eux. Quel est l'objet de leur guerre ici? Quel est l'objet de leur conflit ici, dans notre pays? Et donc, je suis venu encore faire passer ce message et demander qu'on arrête, que ça s'arrête. Assez, c'est assez. Et par rapport à l'actualité, vous venez de poser la question. L'actualité, il y a beaucoup de choses aussi. Depuis une année, on n'a pas pu venir ici avec le coronavirus. Et donc, c'est une actualité d'une année. Depuis une année, il y a eu le Covid-19. Et il y a eu des confinements, il y a eu de couvre-feu, il y a eu des états d'urgence. Et donc, on n'a presque pas fonctionné. Mais après ça, la deuxième actualité, c'est qu'il y a eu le divorce entre le FCC et le CACH. Il y a eu un divorce entre les deux familles qui faisaient la majorité, qui avaient décidé de créer une coalition. Et le divorce est né du fait que le président de la République a décidé de mettre fin à la coalition. Et il a créé un nouveau, je ne sais pas si on peut appeler ça regroupement. Ce n'est pas encore un regroupement. Les uns disent que c'est un regroupement, les autres disent que c'est une plateforme, les autres disent que c'est simplement une vision ou une idée. Il a créé ce qu'il a appelé l'Union sacrée. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Et après avoir créé l'Union sacrée, il y a eu des bouleversements. Comme par une baguette magique, la majorité parlementaire qui appartenait au FCC, aujourd'hui, sans élection, sans nouvelles élections, cette majorité a basculé et elle appartient à l'Union sacrée. Je ne peux pas vous expliquer par quelle magie, parce que normalement dans d'autres pays, lorsque vous n'êtes pas d'accord, on organise de nouvelles élections et celui qui était minoritaire ou qui était dans l'opposition peut gagner les élections. Mais ici chez nous, il n'y a pas eu d'élection, mais il y a eu simplement un bouleversement. Et les députés qui étaient hier, qui ont été élus sur la liste du FCC, disons du PPRD, des autres partis membres du FCC, un matin, on se réveille, ils n'appartiennent plus au PPRD, ils n'appartiennent plus au RCD par exemple, ils n'appartiennent plus aux autres partis et ils appartiennent à l'Union sacrée. C'est du nouveau dans le droit congolais, on ne sait pas comment expliquer ça, mais ça a existé et donc cette majorité aujourd'hui appartient à l'Union sacrée et c'est sur base de cette majorité qu'on a fait tomber le bureau de l'Assemblée nationale. On a mis en place un nouveau bureau présidé par Mbosso. On a fait tomber le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba et on a mis en place un nouveau gouvernement. On a fait tomber le bureau du Sénat qui était présidé par Alexis Tamwe-Mamba. Aujourd'hui, il y a un nouveau bureau qui est présidé par Bahati Lukwebo Modeste. Et donc, aujourd'hui, tout est entre les mains du président de la République et de sa majorité, de la nouvelle majorité. C'est eux qui ont la décision. Toutes les décisions, il n'y a qu'eux qui peuvent les prendre parce qu'ils ont la majorité. S'il faut passer par le Parlement et le reste. Un peu pour dire que aujourd'hui, le FCC, pour certains, comme il est resté minoritaire, pour certains, il fait l'opposition. Et pour nous, nous disons que nous ne faisons pas de l'opposition, mais nous faisons de la résistance. La résistance, pourquoi? Parce que pour faire l'opposition, il faut avoir perdu les élections. Comment on devient opposant? C'est que vous allez aux élections, vous perdez les élections,
et vous ne soutenez pas le programme de la majorité, vous faites l'opposition. Nous, on a gagné les élections et on nous a arraché les députés par beaucoup de pratiques sur lesquelles je ne vais pas revenir. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans l'opposition parce qu'on a gagné les élections. Et il n'y a pas eu de nouvelles élections. Et c'est pourquoi nous disons, nous faisons de la résistance. Et la dernière chose que je peux dire à ce sujet, c'est que la nouvelle majorité a les mains libres. Tout ce temps, vous avez entendu dire que s'il n'y a pas ici, il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas des opérations militaires, s'il y a pas, c'est à cause, c'est ce qui bloque, c'est Kabila qui bloque, c'est ceci. Aujourd'hui, l'Union sacrée a les mains libres, a les feux verts, et le président de la République peut faire ce qu'il veut. Ce qu'il ne fera pas, il n'aura plus d'excuses, il n'aura plus d'alibi, il n'aura plus de prétextes. Il devra assumer seul et sa majorité le bilan de son règne et de son régime. C'était la troisième actualité, c'est qu'avant de quitter Kinshasa, il a été décidé l'état de siège. C'est peut-être la dernière actualité. Il a été décidé l'état de siège pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Une fois de plus, c'est le président de la République qui a décidé, c'est son droit, mais deux choses méritent mon commentaire. Comment vous l'avez accueilli en tant que député de Sud Kivu? C'est exactement. Donc, état de siège Nord Kivu et c'est exactement Sud Kivu. C'est un des deux commentaires. Ces deux commentaires sont les suivants. Le premier, je me suis personnellement posé beaucoup de questions. Si l'état de siège, c'est pour retrouver la sécurité, c'est pour recouvrer la sécurité dans les provinces en conflit ou en guerre, pourquoi on n'a pas considéré le Sud Kivu? Est-ce que le Sud Kivu, ce qui se passe, ce n'est pas la guerre? Est-ce qu'au Sud Kivu, il y a moins de morts? Est-ce qu'au Sud Kivu, il y a moins de destruction? Est-ce qu'au Sud Kivu, il y a moins de déplacés? Non. Alors pourquoi l'Ituri et le Nord Kivu et non le Sud Kivu? Je n'ai pas encore de réponse. Mais je peux vous dire que c'est quand même une préoccupation pour moi. Je me dis, si vraiment c'est pour mettre fin à la guerre et retrouver la paix, et si on a mis en place les mécanismes, les techniques et les moyens pour venir à bout des groupes armés et de rétablir la paix et l'autorité de l'État, normalement le Sud Kivu devait être considéré, être pris en considération comme les deux autres provinces. C'est le premier commentaire et c'est ma première réaction. Le deuxième commentaire, je ne peux pas aller contre l'état de siège. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la sécurité. Nous sommes victimes. Notre province, notre population, nous ne demandons que ça. Mais quand même, je me dis, qu'est-ce que les militaires, l'armée a voulu faire? Quelles sont les actions que l'armée a voulu entreprendre? Quelles sont les manœuvres que l'armée voulait faire qu'ils n'ont pas pu faire à cause des autorités civiles? Quelles sont les opérations que l'armée voulait organiser au Nord Kivu et en Ituri et le gouverneur ou son adjoint s'y sont opposés? Je ne vois pas. Alors, si le gouverneur et le vice-gouverneur, le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale n'ont jamais été l'obstacle aux opérations militaires de grande envergure, alors qu'est-ce qui va changer avec l'état de siège? Si ce sont les mêmes militaires, le même nombre de militaires, et même s'il fallait ajouter encore un grand nombre de militaires dans chaque province, est-ce que c'est le gouverneur qui s'y était opposé? Non.
Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas décider de l'état de siège, non. Mais je réfléchis simplement à haute voix, je dis, qu'est-ce qui va changer? Encore que j'ai peur que les militaires, on leur ait donné beaucoup plus de choses à faire, parce qu'aujourd'hui, non seulement ils doivent faire les opérations, mais aussi ils doivent s'occuper de l'administration. Donc ce sont les militaires qui doivent, le gouverneur c'est un militaire, son adjoint c'est un policier, les maires doivent être des militaires, il semble les bourgmestres aussi, même la justice. Alors, ils risquent d'être plutôt occupés à organiser tout ça que de faire les opérations. Parce que c'est beaucoup de travail. Parce que maintenant, tous les problèmes qui vont se poser, même au niveau de l'administration, ce sont les militaires qui doivent régler ça. Mais je n'ai pas encore trouvé de réponse. Je ne sais pas comment on va faire l'état civil lorsqu'il y aura des mariages. Ce sont les militaires qui vont célébrer. Est-ce qu'on va arrêter les mariages jusqu'à la fin de l'état de siège? Ou est-ce qu'on va se marier devant les militaires? Ça, je ne sais pas. Donc, alors, quand les militaires vont commencer à célébrer les mariages et à faire toutes les autres activités administratives, financières, qui constituaient le travail de ces autorités civiles, est-ce qu'ils ne vont pas... Certains d'entre eux qui devaient aussi être dans les opérations, ne pas avoir le temps de faire les opérations. Mais ceux qui ont décidé, certainement ils ont pensé à tout ça. Nous leur faisons confiance et nous leur souhaitons bonne chance. Honorable, vous êtes un élu d'Uvira et certaines langues de la place disent qu'il faut hausser les taux lorsqu'il s'agit de défendre la communauté Banyamulenge dont vous faites partie. Que dites-vous par rapport à cette situation? Non, heureusement que vous dites certaines langues, je les appellerai des mauvaises langues. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple. Lorsque la route d'Ngomo était coupée, vous n'avez pas vu ma lettre, vous n'avez pas entendu mes alertes, mes cris adressés au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Infrastructures pour demander une intervention d'urgence. J'ai même dit c'est plutôt humanitaire. Parce que si cette route est coupée, avec les éboulements, Uvira est coupé de Bukavu, mais pas seulement Uvira. Kamanyola, Katogota, Luvungi, Bwegera, toute la plaine jusqu'à Uvira. Mais aussi le port, mais aussi Baraka, mais aussi Fizi, mais aussi même Kalemi et le Maniema. Alors, quand j'ai fait ça, j'étais le premier à intervenir. Et je crois que ma lettre a même circulé avec accusé de réception du gouvernement. Vous pensez qu'il y a combien de camions de Banyamulenge qui passent par Ngoma? Il y a combien de véhicules de Banyamulenge qui passent par Ngoma? Et toutes les autres fois que j'interpelle le gouvernement, ce n'est pas pour protéger les Banyamulenge. Aujourd'hui, quand j'ai vu le général, ce n'est pas pour protéger que les Banyamulenge. Vous pouvez lui demander. J'ai parlé pour toutes les communautés. Par contre, là où je parle des cas des Banyamulenge, ces langues-là pensent que je ne devais même pas en parler. Mais ma question est celle-ci. Quand je parle pour les Bafouliru, quand je parle pour les Babembe, quand je parle pour les Banyindu, c'est normal. Mais quand je parle pour les Banyamulenge, non, c'est mauvais. Pourquoi ils parlent seulement pour eux? Mais je leur pose la question. Tout ce qui arrive au Banyamulenge, qui d'autre a déjà parlé pour eux? Même ceux qui m'attaquent là, est-ce qu'ils ont déjà interpellé le gouvernement provincial, le maire, le général, pour dire ces gens quand même eux aussi méritent la protection? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un d'autre? Alors, quel est leur objectif? C'est dire, ces Banyamulenge là qu'on les laisse, qu'on les tue, qu'on les massacre, que personne n'en parle? Est-ce que ça fait justice? Madame,
Il y a eu des morts à Bijombo. Il y a eu 5 morts à Bijombo. Vous avez organisé un grand deuil ici à Uvira, n'est-ce pas? Quand je dis vous, c'est la population ici à Uvira. On a organisé un grand deuil. C'est un droit. Il y avait même des pancartes dans la ville. Vous vous rappelez, non? Oui. C'est un grand événement. Il y a le 16 mars, ici au-dessus, ici à Kaololo, les Maï ont attaqué des villages. Ils ont tué les gens. Ils ont brûlé d'autres personnes vives. Je vous ai montré un ami dont la maman a été brûlée vive, ici à Kaololo. Pourquoi vous n'avez pas fait un deuil? Pourquoi personne n'en a parlé? On vient de chasser des gens, 63 villages ont été brûlés ici. Kaololo, Kageregere, Ruikubo, Birindiro, Murambi, Marungu, Kitembe, Bibangwa, hein? Kaousi, Bijige, Bijojwe, et tous les villages de Rurambo, Gitavi, et d'autres. Mibande, Kifuni, tout ça pendant 5 dernières semaines. 63 villages ont été brûlés. Tous les Banyamulenge du groupement comment on appelle, de Kigoma et du groupement de Lemera et même certains de Itara, tous ont fui. Il n'y en a plus. Il n'y a aucun village qui est habité. Pourquoi vous n'en parlez pas? Justement, pourquoi vous m'attendez que ce soit moi qui en parle? Pourquoi vous, les autres, vous n'en parlez pas? Ça ne vous concerne pas? Donc, moi, je parle pour tout le monde. Mais, je vais vous décevoir. Je parlerai pour les Banyamulenge jusqu'à ce que la justice leur soit faite. Mais là où les Bafouliru seront aussi traités de la même manière, je parlerai pour eux. La preuve, c'est que quand j'écris aux organismes internationaux pour intervenir, pour les déplacer, je vais vous donner les preuves. J'écris pour les Banyamulenge qui sont à Bouguera, n'est-ce pas? Mais j'écris aussi pour les Bafouliru qui sont à Mulenge, à Machuba et à Katobo. J'écris aussi pour eux. J'ai des preuves. Donc, ceux-là, ils ne connaissent pas la vérité, mais c'est des mauvaises langues. Mais en réalité, je pense qu'on doit avoir un minimum de justice. Mais il ne faut pas justement considérer qu'il y a des gens qui, eux, n'ont pas de droit, ils n'ont pas le droit d'être cités. Quand on les cite, ça fait problème. Non.